Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge édition 2025 et qui a pour thématique cette année l'auberge des histoires extraordinaires. Le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge littéraire et culturel qui est organisé chaque année par Guy Mousterier et qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Mais comme d'habitude, je vous laisserai sa vidéo en barre d'informations pour que vous puissiez avoir toutes les modalités du challenge. Et comme cette année, j'ai pas moins de 24 livres à vous présenter, je vous propose de vous armer de votre meilleur chocolat chaud, de votre café latte ou d'une bonne infusion et d'accompagner le tout d'un snack. Et on va commencer la vidéo tout de suite. La première catégorie du tableau Automne frissonnant s'intitule Monster Mash et les mots-clés sont Halloween, créature, comédie ou encore danse. Et pour le premier livre de cette catégorie, je me suis inspirée du mot-clé créature et j'ai évidemment choisi le deuxième tome de la saga Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, écrit par Émile Ferris et publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Étant donné que c'est un deuxième tome, je vais éviter de vous spoiler quoi que ce soit et je vais plutôt vous résumer rapidement l'intrigue du premier volet de cette saga. Dans cette bande dessinée, nous suivons le personnage de Karen, une jeune fille qui vit dans le Chicago des années 60. Le quotidien de Karen n'est pas de tout repos et pour trouver un petit peu de réconfort, pour s'échapper de la précarité de sa vie, Karen s'invente des histoires, elle se rêve en loup-garou et dessine énormément dans son journal intime. Mais un jour, la voisine de Karen est retrouvée morte. Tout le monde croit qu'il s'agit d'un suicide, mais pas notre protagoniste qui est persuadée qu'elle a été assassinée. Et pour prouver sa théorie, Karen va donc replonger dans le passé de sa mystérieuse voisine. J'avais adoré le premier tome que j'avais découvert en 2020. Son style unique, sa narration, son histoire, tout m'avait captivée et j'attendais de pied ferme la suite que, soyons honnêtes, je ne pensais plus voir arriver un jour. Mais elle est enfin là et jusqu'ici j'ai pas eu l'occasion de replonger dans ce récit, donc j'espère que cet automne je pourrai découvrir la suite de Moi ce que j'aime c'est les monstres et j'espère évidemment aimer autant que le premier volet. Toujours en m'inspirant du mot-clé créature, j'ai également envie de lire un titre qui est arrivé tout récemment dans ma pile à lire, à savoir Sohara et les bâtisseurs fantastiques de Hidenori Yamaji, publié chez Kana. Le résumé présent sur la 4e de couverture est assez flou, mais je pense qu'on va parler d'une jeune fille qui construit des maisons pour des gobelins, des dragons, etc. Le concept était vraiment intriguant, cette idée de montrer un petit peu l'envers du décor, de réfléchir à des situations dans lesquelles on n'imagine pas vraiment les créatures magiques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ce manga me fait penser à un animé que j'avais adoré découvrir l'an dernier qui s'appelle Dungeon People et qui est absolument parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Personnellement, il ne m'en fallait pas plus et j'ai hâte de voir ce que le premier tome de cette saga me réserve. La deuxième sous-catégorie s'intitule « Seriez-vous capable de l'arrêter ?» et les thèmes qui s'articulent autour de cet intitulé sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Le premier livre que j'ai choisi, c'est Cathy, écrit par Michael McDowell et qui est édité aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Le résumé sur Livre Addict nous dit ceci. Lorsque Philomena Drax reçoit une lettre de son riche et impotent grand-père qui craint pour sa vie, désormais aux mains de la famille Slap, elle se précipite à son secours. Mais Cathy Slap, douée de voyance, part à sa poursuite, des rues poussiéreuses d'un village du New Jersey au trottoir étincelant de Saratoga en passant par les quais brumeux de New York. On est d'accord que le résumé est vraiment mystérieux, qui contient pas mal de zones d'ombre, mais j'avais directement ajouté ce livre à ma wishlist parce que c'est Michael McDowell et parce que j'avais adoré Blackwater. Et évidemment, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il correspond aux mots-clés thriller et suspense, mais aussi, en lisant le résumé, je trouve qu'il illustre bien l'intitulé de cette sous-catégorie.
En plus de ça, il est nominé pour le prix Livre Addict dans la catégorie horreur. Bref, j'espère que les étoiles s'aligneront et que j'aurai l'occasion de découvrir un nouveau titre de Michael McDowell et qui sera tout aussi plaisant que Blackwater. Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, publié chez Gallmeister. Alors ok, le titre ne fait pas très automnal, mais laissez-moi vous résumer rapidement ce roman et je vous expliquerai pourquoi ce choix et pourquoi ce livre devait absolument se trouver dans cette sous-catégorie. L'intrigue de L'été où tout a fondu se déroule dans un petit village tranquille de l'état de l'Ohio dans les années 80. Un jour, le procureur de cette ville va passer une petite annonce dans le journal local afin de rencontrer le diable et que celui-ci passe quelques jours dans sa ville. C'est un petit garçon noir aux yeux verts étranges qui répond positivement à cette annonce, et alors que ce garçon mystérieux s'attarde en ville, la chaleur devient de plus en plus accablante et l'été semble ne plus vouloir se terminer. Je pense que vous le savez, je suis une grande fan de Tiffany McDaniel. J'avais eu un coup de cœur pour Betty, qui est un récit un petit peu romancé qui retrace la vie de la mère de l'autrice, issue d'une famille où sa mère était blanche et son père cherokee. Et que dire de son dernier roman, Du côté sauvage, qui m'avait profondément bouleversée. Et forcément, avec toutes ces bonnes expériences, j'ai très envie de découvrir son tout premier roman, le début de toute sa carrière. Et si je l'ai choisi malgré son titre et son atmosphère très estivale, c'est parce qu'il correspond au thème de l'identité. Je pense qu'à travers l'histoire, on va un petit peu décortiquer l'identité humaine et puis on va aussi s'attarder sur l'identité réelle du diable. Et puis, il entre vraiment en résonance avec le titre de cette sous-catégorie. Je me demande effectivement si les habitants seront capables d'arrêter le diable et de mettre fin à cette canicule qui détruit tout. Pour moi, c'était une évidence de mettre ce roman dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et j'espère aussi avoir le temps de le lire, de me plonger dans cette histoire qui mettra en relief l'humanité et ses aspérités comme Tiffany McDaniel sait si bien le faire. Je poursuis avec la catégorie ceux qui ignorent qu'il n'existe pas et ces nombreux mots-clés qui sont fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art ou encore œuvre française. Et pour le premier livre, j'ai choisi un rescapé de ma pile à lire de l'année précédente, à savoir Les Vestiges du jour, écrit par Kazuo Ishiguro et publié par Folio, mais il a également été édité par d'autres maisons d'édition comme 10-18 ou encore Belfond. Dans Les Vestiges du jour, nous suivons l'histoire d'un majordome qui a passé sa vie à travailler et à tenter de satisfaire son employeur. Mais arrive un jour où le majordome est licencié et il part en voyage afin de retrouver une femme qu'il aurait pu aimer il y a de nombreuses années. Si je l'ai choisi, c'est parce que je pense que le personnage principal va devoir faire le deuil de son passé, des choix qu'il aurait pu faire mais qu'il n'a pas fait. Et sincèrement, je pense que je vais passer un moment très émouvant parce que Kazuo Ishiguro excelle quand il s'agit de parler de sentiments un petit peu doux amers, de parler des souvenirs, du passé ou encore des regrets. J'avais beaucoup aimé Auprès de moi toujours que j'avais découvert l'an passé. Si mon avis vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo qui est indiquée dans le petit i. Et j'avais eu un coup de cœur totalement inattendu pour Clara et le soleil, un roman de science-fiction qui parle d'intelligence artificielle, mais avec un ton très doux, loin du fatalisme de certains romans qui abordent le même sujet. Pour moi, Kazuo Ishiguro, c'est une valeur sûre et je suis persuadée que je vais adorer Les Vestiges du jour. Et le second livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est La dernière allumette de Marie Vareille à retrouver aux éditions Charleston. Dans ce roman, nous suivons l'histoire de Abigail, une femme qui vit dans un couvent depuis maintenant 2 décennies, et Abigail a un frère, un certain Gabriel, un homme à qui tout sourit dans la vie. Il a une belle carrière, il est estimé par ses pairs, et puis il a une petite amie nommée Zoé. Cependant, Abigail a très peur pour cette jeune femme car elle est la seule à connaître réellement son frère. C'est un livre que je veux lire depuis sa sortie, notamment parce que j'avais eu une excellente surprise en lisant La vie rêvée des chaussettes orphelines dont je n'attendais absolument rien, et puis parce que ce livre n'a que des bonnes critiques.
Et une fois n'est pas coutume, c'est un livre qui est nominé pour le prix Livre Addict, donc j'essaye d'être efficace et de placer les lectures que je souhaite découvrir dans ce challenge. En plus, c'est une œuvre française, donc on rentre parfaitement dans le thème. Et la dernière sous-catégorie de ce premier tableau s'intitule « Les songes maudits de Carmilla » et il fait référence aux vampires, au manoir, à la nuit, au surnaturel, au gothique, à l'horreur et aux nouvelles. Ce n'est pas le thème qui m'inspirait le plus parce que je ne lis pas beaucoup de livres autour des vampires et je n'avais pas non plus énormément d'histoires qui se déroulaient dans des manoirs, que ce soit dans ma pile à lire ou dans ma wishlist, et puis je voulais que les livres collent à l'atmosphère de cet intitulé, mais j'ai fini par trouver, et j'ai tout d'abord mis un recueil de nouvelles qui s'appelle « Les dangers de fumer au lit ». C'est écrit par Mariana Enriquez et publié aux éditions du Sous-Sol. Je serais incapable de vous résumer le livre, donc je vais plutôt vous lire ce qui est inscrit sur Livre Addict. Peuplé d'adolescentes rebelles, d'étranges sorcières, de fantômes à la dérive et de femmes affamées, les 12 histoires qui composent ce recueil manient avec brio les codes de l'horreur, tout en apportant au genre une voix radicalement moderne et poétique. Si elle fait preuve d'une grande tendresse envers ses personnages, souvent féminins, des êtres qui souffrent, qui ont peur, qui sont opprimés, Mariana Enriquez scrute les abîmes les plus profonds de l'âme humaine, explorant de son écriture à l'extraordinaire pouvoir évocateur les voies les plus souterraines de la sexualité, du fanatisme, des obsessions. À part pour les vampires, il me semble que cette œuvre rassemble tous les mots-clés de cette sous-catégorie et j'avais très envie de découvrir l'œuvre de cette autrice et je pense que commencer par un recueil de nouvelles est une excellente idée. Et on repasse aux illustrés avec en second choix une BD de l'autrice Gaëlle Guenillet qui s'appelle Minuit passé et qui est éditée chez Delcourt. Dans cette BD, nous suivons l'histoire de Guerlain et de son fils qui reviennent vivre dans le manoir où Guerlain a passé toute son enfance. Mais Guerlain semble n'avoir plus aucun souvenir de son enfance dans cette immense bâtisse et en plus de cela, des phénomènes paranormaux vont commencer à se produire. Ce n'est pas la première fois que je lis une BD de l'autrice. J'avais découvert il y a 2 ans Les Fleurs de Grand Frère que j'avais plutôt apprécié, pas autant que je l'avais imaginé car l'album avait fait beaucoup de bruit et tout le monde avait été totalement conquis. Pour ma part, j'avais passé un bon moment, mais pas inoubliable non plus. Pour Minuit passé, je me suis tenue un petit peu plus éloignée des différents avis parce que dès que l'autrice publie une œuvre, elle devient très rapidement populaire et forcément la hype peut déformer les attentes. Dans tous les cas, j'espère pouvoir emprunter cette BD parce qu'elle m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de voir l'autrice dans un registre plus sombre et plus énigmatique. On passe désormais au tableau exclusif, à savoir Automne extraordinaire. La première sous-catégorie s'intitule La bonne auberge de la pierre levée et les mots-clés sont fantaisie, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Pour le premier livre, je me suis appuyée sur le mot-clé fantaisie et j'ai mis La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst qui est éditée chez Brajlon. C'est de la cosy fantasy dans laquelle on va suivre une jeune fille qui souffre d'anxiété sociale et qui a dû fuir l'incendie de la bibliothèque dans laquelle elle travaillait. Et comme notre protagoniste n'avait aucune attache particulière à ce lieu, elle va retourner sur l'île de son enfance pour ouvrir une petite boutique de sortilèges. Ça a l'air d'être un livre très cosy, très cocooning et donc parfait pour l'automne. Personnellement, quand on me parle d'un personnage qui ouvre un petit commerce dans un village perdu, d'une chaumière et de livres, eh bien je signe tout de suite. Après, c'est un livre qui est sorti très récemment, donc je ne suis pas certaine de pouvoir me le procurer facilement à la bibliothèque. Quoi qu'il en soit, si l'occasion se présente, je me ferai une joie de découvrir ce roman de cosy fantasy. Et pour le second livre, j'ai choisi d'inclure dans cette pile à lire le 2e tome de la saga Fluff Fairyland, qui est scénarisé par Scotty Young, et les dessins sont signés par Brett Bean, et le tout est publié aux éditions Urban Comics. Alors, Fluff Fairyland, c'est la suite de la saga I Hate Fairyland, dans laquelle on va découvrir Gertrude, une enfant qui est invitée à passer une journée dans un monde féerique nommé Fairyland.
À la fin de cette journée, elle est censée avoir une clé qui permet de la ramener chez elle. Sauf que Gertrude ne la trouve pas et elle ne va pas passer une journée ou deux de plus à Fairyland, mais bien 30 ans. J'avais adoré cette saga de comics à l'humour totalement déjanté et j'ai vraiment sauté de joie lorsque j'ai vu que ma bibliothèque avait acheté la suite des aventures de Gertrude. Du coup, je me suis précipitée pour lire le premier tome et je vous en reparlerai dans une vidéo appropriée, mais j'avais pris un plaisir fou à retrouver ce personnage, cet univers haut en couleurs et forcément les insultes made in Fairyland. Alors c'est sûr et certain que je lirai le tome 2 pour ce Pumpkin Autumn Challenge, et si vous voulez savoir pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, c'est déjà parce que l'auberge a une place centrale dans l'univers et les habitudes de Gertrude, mais également parce que notre protagoniste effectue un voyage des plus singuliers. Je continue avec la sous-catégorie chaudron, foudre et clair de lune, où il faut découvrir une œuvre qui tourne autour du fantastique, de la magie, des sorcières, des potions, infusion, de l'herboristerie, de l'amour ou encore de la famille. Et une fois n'est pas coutume, c'était une évidence pour moi de mettre le roman Le Fort Intérieur et la sorcière de l'île Moufle, écrit par Stella Benson et édité aux éditions Calidor. De ce que j'ai compris, nous allons suivre une jeune femme prénommée Sarah Brown qui va devoir restituer un balai magique à une sorcière qui vit sur une île isolée. La première chose qui m'a attirée, c'est la couverture que je trouve vraiment sublime. Les éditions Calidor ont vraiment fait un beau travail pour offrir une couverture à la fois moderne, onirique et qui semble dépeindre réellement l'ambiance unique de ce roman. Et malgré la note un petit peu moyenne sur Livre Addict et mes quelques craintes parce que c'est un roman qui a quand même une centaine d'années, je compte bien découvrir ce livre et ce que cache le Fort Intérieur. Je poursuis toujours avec un livre qui entre dans la thématique de la sorcière, à savoir La Maison au sortilège de Emilia Hart, publié chez les éditions Les Escales. Il est indiqué sur la 4e de couverture qu'on va suivre une lignée de femmes lors de 3 époques différentes. On a tout d'abord le personnage d'Alta qui vit en 1619 et qui est accusée de sorcellerie à la suite d'un incident avec un fermier. On va également suivre le personnage de Violette qui vit en 1942 et qui étouffe sous le poids des conventions sociales et de la mort mystérieuse de sa mère. Et enfin, on suit le personnage de Kate, une femme qui fuit son compagnon et qui va se réfugier dans une vieille maison qui contient son lot de secrets. Ce n'est pas forcément le genre de livre que je lis le plus, même si j'aime beaucoup les histoires qui présentent différentes temporalités et où il y a des maisons hantées par les secrets et les non-dits. J'ai entendu beaucoup de bons échos sur ce roman et comme ça me permettait un petit peu de sortir de ma zone de confort, eh bien j'ai bien envie de découvrir ce roman et de voir ce qu'il vaut. La 3e sous-catégorie de ce tableau automne extraordinaire s'intitule Le cercle de la comté et les mots-clés associés sont fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et encore une fois, le premier livre de cette sous-catégorie m'est apparu comme une évidence, le tome 3 de Mémoires de la forêt, l'esprit de l'hiver, qui est écrit par Michael Brun-Arnaud et publié aux éditions L'École des loisirs. Les Mémoires de la forêt racontent les aventures de Archibald Renard, un libraire dans une petite bourgade nommée Belle-Écorce, et ici il va partir en voyage avec son neveu Bartholomé afin de retrouver les parents de ce dernier qui ne sont toujours pas revenus de leur voyage et qui ne donnent plus de nouvelles à leur fils. Comme pour l'été où tout a fondu, j'ai bien conscience que le titre et l'ambiance du livre n'ont pas grand-chose d'automnal, mais c'est le premier livre qui m'est venu en tête lorsqu'on parle de gourmandise, de réconfort et d'empathie. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, qui parle de la maladie d'Alzheimer avec beaucoup de justesse, et j'avais aussi adoré le second tome, même s'il m'avait un petit peu moins bouleversé que le premier. Et ces 2 tomes, eh bien, je les ai lus à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge. Alors autant continuer la tradition avec celui-ci.
je pense que ça va être la lecture parfaite pour clore le challenge et pour faire une transition douce avec l'hiver. Quand on me dit gourmandise ou encore vivre ensemble, je pense directement au manga minuscule de Takuto Kashiki, publié chez Komiku. Et je compte bien lire ici le 9e tome de ce manga durant le challenge. Si vous ne connaissez pas Minuscule, c'est un manga tranche de vie qui raconte le quotidien de Akumei et Mikochi, deux petits personnages de 9 cm qui vivent dans les arbres et on les voit faire des randonnées, de la confiture, pêcher, camper, etc. C'est un manga qui n'a absolument aucun enjeu et que j'aime lire de temps en temps. Lire Minuscule, c'est comme entrer dans un petit cocon de douceur où le temps s'arrête un petit peu, où on apprécie les plaisirs simples des vies de Akumei et Mikochi. Et honnêtement, ce manga représente un petit peu la quintessence de cette sous-catégorie. Il y a des gourmandises, beaucoup d'empathie, un savoir-vivre exemplaire puisque Mikochi et Akumei côtoient des grands animaux, des personnages au caractère parfois bien trempé, et c'est une lecture hyper réconfortante et qui emplit de joie. Et la dernière sous-catégorie de ce tableau automne extraordinaire s'appelle, en référence au roman Légende élatée de Travis Baldree que j'avais adoré, Latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Ici, il n'y a pas de thème ou de mots-clés, il faut simplement choisir une œuvre avec une couverture qui fait référence aux couleurs du café, à savoir marron, brun ou beige. C'était le thème le plus compliqué pour moi parce que j'ai pas énormément de livres avec des couvertures au ton marron ou beige, mais j'ai fini par trouver une BD que je souhaite lire depuis un petit temps, Okahei de Neyef, publiée aux éditions Rue de Sèvres dans leur label 619. Et la 4e de couverture nous dit ceci. Dès 1850, les jeunes Amérindiens étaient internés de force dans des pensionnats catholiques pour les assimiler à la nation américaine. En 1900, la population des natifs d'Amérique du Nord avait diminué de 93%. La plupart étaient morts de nouvelles maladies importées par les colons, d'extermination subventionnée par l'État et lors des déportations. George est un jeune Lakota élevé par le pasteur qui administre sa réserve. Acculturé, le jeune garçon oublie peu à peu ses racines et rêve d'un futur inspiré du modèle américain en pleine expansion. Il va croiser la route de Little Knife, amérindien froid et violent à la recherche du meurtrier de sa mère. Accompagné de ses deux comparses, celui-ci arrache George à sa vie et l'embarque dans son périple. Au fil de leur voyage, l'homme et le garçon vont s'ouvrir l'un à l'autre et trouver ce qui leur est essentiel, l'apaisement de la colère par la transmission de sa culture pour l'un et la découverte de son identité et de ses origines pour l'autre. C'est une BD qui avait fait beaucoup parler d'elle et que l'on m'a conseillé à maintes reprises. D'ailleurs, c'était même le gagnant du prix Livre Addict en 2023. Et je n'ai absolument aucun doute sur la qualité de cette BD qui est en plus éditée par une maison d'édition que j'aime beaucoup et dans un label qui n'a eu de cesse de démontrer sa qualité au fil des années. Donc je pars confiante et j'ai très envie de découvrir cette bande dessinée durant ce Pumpkin Autumn Challenge. Et pour terminer avec le tableau automne extraordinaire, j'ai mis dans cette sous-catégorie le premier tome de Erio and the Electric Doll de Mujiruchi Shimazaki et Kuroi Mori, publié par la maison d'édition Mangetsu, maison d'édition que je ne connaissais absolument pas. Le résumé sur Livre Addict est plutôt flou, heureusement, j'ai le livre en ma possession et sur la 4e de couverture, il est indiqué: un siècle plus tôt, une guerre meurtrière a éclaté entre les hommes et les IA, poussant l'humanité à renoncer à l'électricité pour mettre un terme au combat. Découvrez les aventures steampunk d'Ange, la toute dernière androïde d'élite en état de marche, et d'Erio, la jeune fille qu'elle a élevée dans un monde privé d'électricité. C'est un manga que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps après avoir flashé sur la couverture et le présentoir en librairie. Je n'ai pas commis l'erreur d'acheter ce livre juste parce que la couverture me plaisait et que les dessins avaient l'air pas mal. J'ai aussi lu le résumé et cette histoire de famille choisie dans un monde steampunk m'emballait beaucoup.
J'ai hâte de savoir quelles sont les raisons qui ont causé cette guerre entre humains et androïdes, et puis comment l'auteur a imaginé une ville sans électricité, comment on remplace cette source d'énergie, comment est-ce qu'on fait tourner l'économie, les infrastructures, etc. Et personnellement, ça m'intrigue beaucoup. La première sous-catégorie de ce dernier tableau s'intitule « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort » et les mots-clés sont mythologie, chasseresse, liberté, mais aussi émancipation et féminisme. Pour le premier livre, je me suis inspirée du mot-clé mythologie et j'ai mis Galatée de Madeline Miller, publié chez Calman Levy. Galatée, c'est une réécriture du mythe de Pygmalion et encore une fois, Madeline Miller s'intéresse à ce qui n'a pas été dit, au point de vue qui a été ignoré et je n'en dirai pas plus. C'est une novella d'une 30aine de pages donc ça va se lire assez rapidement, même si je suis persuadée qu'avec 30 pages, on aura pas mal de matière et ce sera tout aussi intense et dense qu'un roman bien plus long. Ça fait très longtemps que je suis une grande admiratrice du travail de Madeline Miller, donc je lui fais confiance et en plus ça me permettra d'être à jour dans ses parutions traduites. Et pour le deuxième livre, je me suis appuyée sur le mot-clé liberté mais aussi émancipation puisque le résumé semble pas mal faire référence à ces deux mots-clés et j'ai choisi un manga, Le voyage de Shuna, écrit et dessiné par le maître Hayao Miyazaki et publié aux éditions Sarbacane. Ici, nous allons suivre l'histoire d'un jeune prince nommé Shuna qui va partir en voyage à la recherche d'une graine permettant de nourrir son peuple et ainsi d'enrayer la famine. Et ce voyage va également lui permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Si j'ai mis ce livre dans ma wishlist, c'est parce que c'est une œuvre d'Hayao Miyazaki que celui-ci a cherché à adapter en film mais sans jamais y parvenir parce qu'il n'était pas assez satisfait de son travail. Or, vous le savez, je suis une grande fan des studios Ghibli et on dit que dans ce manga, on voit vraiment les prémices de ce que sera Nausicaa de la vallée du vent, un de mes Ghibli préférés et je pense mon héroïne préférée, tout film d'animation confondu. Alors forcément, tout ça me parle et j'espère pouvoir me le procurer et le découvrir durant ce challenge. On passe désormais à la sous-catégorie Ma meilleure ennemie et les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Je pense sincèrement que le premier livre choisi coche presque tous les mots-clés de cette sous-catégorie, à savoir Les oiseaux du temps de Amal El Motar et Max Gladstone, édité par la maison d'édition Mu. Nous sommes dans une histoire d'échange épistolaire entre deux personnages qui sont censés être des ennemis qui s'affrontent dans une étrange guerre temporelle, mais au fur et à mesure, les deux personnages vont commencer à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Ça fait très longtemps que je souhaite découvrir ce récit qui sort un petit peu de l'ordinaire et de la science-fiction classique et j'espère avoir l'occasion de mettre la main dessus et de découvrir ce récit. D'autant plus que ça fait des années que je n'ai pas lu un roman épistolaire et que ça me manque beaucoup. En deuxième livre, j'ai opté pour Les Enfants Loups de Vera Buck, qui est édité par la maison d'édition Gallmeister et dont le format poche est sorti tout récemment. Dans Les Enfants Loups, nous suivons l'histoire d'une jeune journaliste qui va tout faire pour découvrir la vérité autour de la disparition de sa meilleure amie il y a déjà 10 ans. Tout dans ce livre m'évoque la résistance. Résister face aux conditions de vie qui ont l'air assez rudes et puis résister face aux convictions des autres et chercher la vérité. J'ai une confiance aveugle en Gallmeister et je sais que je vais avoir un roman à l'ambiance aboutie avec des personnages déterminés, des sujets qui seront bien traités. Je voulais déjà le découvrir l'année passée lorsqu'il est sorti et comme vous le voyez, cette envie ne faiblit pas. Nous passons à une sous-catégorie que j'adore et pour laquelle je n'ai eu aucune difficulté à trouver les deux livres, pour nous qui avons besoin de souffler. Et les thèmes qui gravitent autour de cet intitulé sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk.
J'ai tout d'abord mis Le temps d'après de Jean Higland, édité par Gallmeister. C'est la suite du roman Dans la forêt que j'avais découvert l'an passé et que j'avais adoré. Ici, nous suivons un personnage qui fait son apparition à la toute fin du roman Dans la forêt, donc je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler les événements du premier roman. J'ai déjà parlé à de très nombreuses reprises de Dans la forêt, donc je vais vous renvoyer à l'une de mes vidéos parce que je pense que la vidéo est déjà bien assez longue ainsi et je vais m'éviter de m'épancher à nouveau sur ce roman que j'aime tant. J'étais évidemment ravie de voir qu'une suite a été publiée en fin d'année passée. Personnellement, je pense qu'on peut se satisfaire du premier tome sans problème, qu'il n'appelle pas forcément de suite, mais la qualité du texte étant là, forcément, c'est toujours un véritable bonus de poursuivre et de découvrir une histoire qui se déroule après les événements du premier volet. Pour ma part, j'ai hâte de le lire et j'espère que cette découverte se fera durant le Pumpkin Autumn Challenge. Pour le deuxième livre, mon choix s'est porté sur un roman qui s'appelle Le mur invisible. C'est écrit par Marlène Haushofer, j'espère que je le prononce pas trop mal, une autrice autrichienne, et c'est publié aux éditions Babel. On va suivre le quotidien d'une femme qui se confine dans un petit chalet isolé dans une forêt à la suite d'une catastrophe écologique. C'est un livre qui me fait beaucoup penser au roman Dans la forêt de Jean Higland et forcément ça titille ma curiosité. Mais j'aime aussi beaucoup les récits qui parlent de survie, de reconnexion à la terre et à la nature. Comment est-ce qu'on réorganise sa vie sans les commodités et les facilités que nous offre l'accès à l'eau, à l'électricité, le chauffage, les magasins, etc. Après, c'est un texte qui commence un petit peu à dater, donc j'ai peur que certains aspects aient un petit peu mal vieilli, mais il m'intrigue tout de même. Et on arrive à la toute dernière sous-catégorie de ce Pumpkin Autumn Challenge. Cette catégorie s'intitule donc « Rester tout le temps avec Brindy » et il faut découvrir une œuvre qui fasse référence à l'amitié, aux animaux, aux soins, à l'aventure, au changement, à la jeunesse ou encore qui soit une bande dessinée. Je me suis référée aux mots amitié, soins et changement et j'ai tout d'abord mis La bibliothèque des rêves secrets écrit par Michiko Ayohama et édité par la maison d'édition Nami. En très bref, nous suivons l'histoire d'un bibliothécaire qui va conseiller des livres qui vont permettre aux lecteurs d'entamer leur changement de vie, de sauter le pas, etc. Ce livre a l'air très doudou, très cosy et plein de bons sentiments, un peu comme le sont les romans japonais de ce style. Ça peut être une très belle parenthèse, pleine de douceur, et en plus, j'adore les livres qui parlent de livres. Et on termine cette longue vidéo avec un roman destiné à la jeunesse et qui a l'air de faire la part belle aux amitiés solides, Les mystérieux enfants de la nuit, écrit par Dan Gemenhardt et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, nous suivons l'histoire d'enfants qui parviennent à s'échapper une nuit de l'orphelinat et qui vont arriver dans un village qui a l'air très tranquille et paisible et ils vont donc s'installer dans une maison vide et s'entraider et tout faire pour éviter de retourner dans cet orphelinat. Si le nom de Dan Gemenhardt ne vous est pas inconnu, c'est parce que c'est l'auteur de l'incroyable voyage de Coyote Sunrise qui avait été un coup de cœur et pareil pour sa suite Coyote perdu et retrouvé dont je vous ai parlé dans un précédent update lecture. Je n'ai jamais été déçue par les histoires de Dan Gemenhardt et j'ai un bon feeling avec ce roman. Il a l'air de parler de la solitude, des familles choisies, de l'amitié, du changement. Et en réalité, même si Dan Gemenhardt me parlerait d'escargots et de plantes carnivores, eh bien je lirai ce livre et j'ai beaucoup trop hâte de découvrir ce que cache ce roman. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un des livres que j'ai cités et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me dire si vous participez vous aussi au challenge et quelle est votre pile à lire. Je serais absolument ravie d'échanger avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30.
Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.